4 billets pour la finale de la Coupe du Monde 2026 viennent d'être mis en vente à 2 300 000 $ chacun. 9 millions de dollars pour 4 places, derrière l'un des buts du MetLife Stadium. Le ticket de match de poule le moins cher coûte aujourd'hui 100 $ en accès public, contre 11 $ il y a 4 ans au Qatar. La place la moins chère du match d'ouverture en 2026 coûte désormais plus cher que la place la plus chère d'un match de poule à l'édition précédente. Et sur chaque revente, la FIFA prélève une commission de 30%. Ce n'est pas de l'inflation, c'est la FIFA qui teste un nouveau modèle économique et ce n'est qu'un petit morceau d'une histoire que personne n'a pris la peine de relier. 3 pays hôtes, 104 matchs, 5 milliards de spectateurs. Et chacun des 3 pays va y perdre de l'argent. Pour la première fois dans l'histoire du tournoi, la Coupe du Monde s'étend sur 3 pays, 16 stades et 4 fuseaux horaires. Les États-Unis, qui en accueillent l'essentiel, sont en tension commerciale active avec leurs 2 co-hôtes, tout en gérant les retombées d'un conflit régional qu'on connaît tous trop bien à ce stade. We've had a tremendous working relationship with Canada. We have our Prime Minister of Canada there, and we have our President of Mexico. And we've worked closely with those 2 countries. Et la FIFA, sans aucune sanction, autorise toujours une nation participante au tournoi à jouer ses matchs sur le territoire d'un pays qui l'a militairement attaqué il y a 4 mois. L'addition de tous ces éléments ne donne pas un événement sportif. Elle donne la plus grosse opération commerciale jamais orchestrée pendant une compétition sportive. Gianni Infantino, le président de la FIFA, l'a lui-même décrite comme 104 Super Bowls enchaînés. Le problème pour la majorité des spectateurs, c'est qu'ils ne voient que la partie qui se passe sur le terrain. Le vrai jeu se joue ailleurs et il a commencé il y a des années. Le mécanisme est éprouvé. Quand un pays obtient l'organisation de la Coupe du Monde, l'annonce déclenche toujours la même séquence. Les politiques promettent des infrastructures. Les économistes projettent des retombées touristiques. La bourse locale décolle pendant quelques mois. Et puis, lentement, les vrais chiffres commencent à arriver. Le Brésil a dépensé environ 11,5 milliards de dollars pour la Coupe du Monde 2014. Les estimations d'impact économique varient entre 11 et 14 milliards selon les méthodologies. Autrement dit, au mieux un point mort, au pire, une légère perte, avant même de compter l'entretien de stade que plusieurs villes brésiliennes utilisent aujourd'hui comme parking. Le Qatar a dépensé plus de 220 milliards de dollars d'infrastructures liées à 2022. Le retour officiel, géopolitique. Traduction, ils n'ont pas récupéré l'argent, ils ont acheté de la réputation. L'Afrique du Sud a engagé environ 4 milliards de dollars pour 2010, sans rentabilité économique nette démontrée. La Russie a dépensé 14 milliards en 2018, avec le même résultat. Pour 2026, plusieurs villes hautes canadiennes ont déjà exprimé publiquement leurs inquiétudes sur l'écart entre les coûts d'organisation et les retombées projetées. Et la facture ne s'arrête pas au stade. Dans les villes hautes 2026, les prix des nuitées d'hôtel pendant les matchs ont déjà été multipliés par 3 à 5 par rapport au prix habituel. Le stationnement autour de certains stades est annoncé entre 100 et 200 $ la journée. À New York, plusieurs hôtels exigent désormais 7 nuits de réservation minimum pour les week-ends de match. L'extraction commence bien avant le coup d'envoi. Les économistes ont même un nom pour ce phénomène, la prime du pays hôte. C'est une manière polie de dire que le pays paie et que quelqu'un d'autre encaisse. Alors pourquoi les pays continuent-ils de candidater ? Parce que l'alternative serait d'admettre que la classe politique voulait le prestige, sans jamais croire sérieusement que les comptes tomberaient juste. Mais le coût d'organisation n'est que le ticket d'entrée. La vraie extraction se joue à un niveau que les spectateurs ne voient jamais. Avant qu'on rentre dans le cœur du système, si ce type d'analyse vous intéresse en continu, le Telegram de Winvest est en description. C'est gratuit, on y poste ce qui ne rentre pas en vidéo. Maintenant, la machine. La FIFA a passé 2 décennies à construire une machine d'extraction à 4 piliers. Et ce n'est pas une lecture cynique de l'extérieur. Massimiliano Allegri, ancien entraîneur de la Juventus et du Milan AC, l'a résumé en une phrase il y a quelques mois. Le football, désormais, c'est du spectacle et du business. Les décideurs cherchent à
à accroître les bénéfices. Allegri sait de quoi il parle. Il a passé sa vie à l'intérieur du système, et le calendrier confirme ce qu'il dit. Chaque pilier est techniquement légal. Mis ensemble, ils font de la Coupe du Monde l'opération commerciale la plus efficiente jamais conçue. Depuis plusieurs décennies, chaque candidature acceptée contient une clause qui oblige le pays hôte à accorder à la FIFA et à ses partenaires commerciaux une immunité fiscale temporaire pendant toute la durée du tournoi. Le terme officiel est neutralité fiscale. Pendant la fenêtre du mondial, la FIFA, ses sponsors, ses diffuseurs et ses dirigeants ne paient quasiment aucun impôt dans le pays hôte, qu'il s'agisse de l'impôt sur les sociétés sur les revenus du tournoi, de la TVA dans les zones FIFA ou des droits de douane sur les équipements importés. Le montant exact des recettes fiscales perdues n'est jamais publié par la FIFA. Les estimations des autorités fiscales des pays hôtes parlent au cas de plusieurs milliards de dollars par édition. Pour 2026, avec 3 pays hôtes et un tournoi quasiment doublé en taille, le manque à gagner fiscal est mécaniquement le plus important de l'histoire du tournoi. C'est la nouveauté de 2026. La FIFA a discrètement adopté le modèle des compagnies aériennes et des promoteurs de concerts. Les prix montent avec la demande, sans aucun plafond annoncé. Une place vendue $200 en mars peut en valoir 1200 en juin. Sur la marketplace officielle de revente, des billets de finale ont déjà été listés à plus de 2 millions de dollars l'unité et sur chaque revente, la FIFA prélève une commission de 30%. Le prix du billet de finale le moins cher est passé de $206 au Qatar à $2030 en 2026, soit quasiment 10 fois plus. Le passage de 32 à 48 équipes a été vendu au public comme une question d'inclusivité. Les documents internes de la FIFA en parlent comme d'une projection de hausse de revenus. Plus d'équipes, plus de matchs. Plus de matchs, plus de créneaux de diffusion. Plus de créneaux, plus d'inventaire publicitaire vendable aux sponsors. La FIFA étudie déjà l'extension à 64 équipes pour 2030. En 12 ans, le tournoi aura doublé de taille, sans aucune limite équivalente sur les obligations du pays hôte. Et l'équité sportive paie également la facture. Pendant la phase de poule 2026, certaines équipes parcourront plus de 5000 km entre leurs 3 premiers matchs, pendant que d'autres restent regroupés sur une seule côte. Sur le papier, c'est un tournoi mondial. En pratique, c'est une logistique conçue pour maximiser les marchés télévisuels, pas l'équité du jeu. Les pauses fraîcheurs. Officiellement introduites pour la sécurité des joueurs en cas de forte chaleur, les pauses fraîcheurs sont désormais imposées dans chaque match à la 22e minute de chaque mi-temps, peu importe la météo, et même dans les stades couverts. Chaque pause dure 3 minutes, à raison de 2 pauses par match, avec environ 2 minutes 10 de fenêtres publicitaires que la FIFA a officiellement autorisé aux diffuseurs en mars 2026. Multipliez ça par 104 matchs. Vous obtenez plus de 7 heures d'inventaire publicitaire supplémentaire sur le tournoi entier, créé de toutes pièces par une règle présentée au public comme une mesure sanitaire. Et le pattern est constant. À chaque édition, la FIFA introduit une innovation présentée comme sportive et qui se révèle, en pratique, être un produit commercial. Le Brésil 2014 a eu son spray volatile. Le Qatar 2022 a eu la VAR généralisée. 2026 aura les pauses publicitaires. Cherchez l'erreur. Empilez les 4 piliers et le tableau devient lisible. Pendant que le monde regarde les matchs, un transfert de richesse planétaire s'opère via des contrats, des mécanismes de prix et des changements de règles ficelés des années à l'avance. Les hôtes paient pendant que la FIFA encaisse et que les sponsors déduisent. Le tournoi devient, pour environ 30 jours tous les 4 ans, le paradis fiscal légal le plus efficient du monde. Pour ceux qui veulent se gagner de l'argent au lieu d'en perdre, la question qui compte est simple. Qui en profite réellement ? Suivez l'argent vers l'extérieur, au-delà de la FIFA, au-delà des trésors publics, vers les catégories d'entreprises qui surperforment historiquement le marché sur chaque cycle de Coupe du Monde depuis 2010. Première catégorie, les paris sportifs légaux. La Coupe du Monde 2022 a généré environ 35 milliards de dollars de mise dans le monde. Les projections de Macquarie et H de Gambling Capital pour 2026 tournent autour de 50 à 60 milliards, principalement à cause de l'expansion et de la légalisation récente des paris dans la majorité des États américains. Sur le territoire américain seul, DraftKings et FanDuel devraient capter à eux deux près de 2 milliards de dollars de mise pendant la fenêtre du tournoi. Côté France, FDJ Group pourrait également bénéficier d'un effet de fenêtre. Deuxième catégorie, les sponsors officiels. 7 partenaires de premier rang pour 2026. Visa contrôle l'intégralité du traitement des paiements
séparément à l'intérieur des zones FIFA. Coca-Cola détient les droits exclusifs sur les boissons. AB InBev contrôle l'alcool. Adidas possède les droits du ballon et des équipements. Ces contrats sont déjà intégrés dans les valorisations boursières depuis des années. Mais l'exposition consommateur pendant la fenêtre du tournoi a historiquement corrélé avec des effets de prix mesurables sur les actions concernées. Troisième catégorie, les diffuseurs. Selon Ampere Analysis, la diffusion américaine du tournoi à elle seule devrait générer environ 6 milliards de dollars de revenus publicitaires, un record absolu pour un événement sportif. Fox et Telemundo ont payé plus d'1 milliard de dollars pour les seuls droits américains. TF1 et beIN Sports détiennent les droits français. Et ces revenus publicitaires viennent désormais en partie de l'inventaire créé par les pauses fraîcheurs. Quatrième catégorie, qui n'existait pas aussi clairement dans les tournois précédents. Le contexte sécuritaire actuel a structurellement relevé les budgets de sécurité événementielle et d'assurance sur la fenêtre 2026. Les sociétés positionnées sur ces marchés abordent l'année avec des carnets de commandes sans équivalent dans les cycles mondiaux passés. Thales en bénéficie côté français, la carte est désormais lisible. Pour ceux qui suivent ce type de dossier de près, le Telegram Winvest publie les mises à jour entre les vidéos et la newsletter hebdomadaire revient sur les mouvements de marché qu'on n'a pas eu le temps de couvrir. Les deux liens sont en description. Reste la dernière question. Comment se positionne-t-on ? Le pattern historique suggère quelque chose de précis, avec la mise en garde habituelle que les performances passées ne garantissent pas les performances futures et que chacun reste responsable de ses propres décisions. 4 secteurs ont surperformé le marché sur chaque cycle de Coupe du Monde depuis 2010. Les processeurs de paiement liés aux sponsors, les opérateurs de paris régulés sur les marchés légaux, les marques de boissons et de restauration avec présence en stade, et cette année spécifiquement, les sous-traitants défense et sécurité dont les revenus suivent à la fois la logistique du tournoi et le contexte régional plus large. Le contrarian play est différent. Les sociétés les plus susceptibles de sous-performer sur cette fenêtre sont les petites capitalisations grand public qui se retrouvent en concurrence d'attention contre un tournoi suivi par 5 milliards de personnes. Les budgets publicitaires se font siphonner par les partenaires officiels. Les petites marques perdent silencieusement leur part de voix pendant 2 mois. La fenêtre s'ouvre à peu près au moment où cette vidéo sort. Que vous décidiez d'agir reste votre choix. Mais comprendre la mécanique vous place dans la petite minorité de spectateurs qui sauront pourquoi leur portefeuille bouge comme il bouge cet été, pendant que tout le monde regarde les buts. Tous les 4 ans, le même transfert de richesse a lieu. Les hôtes paient, la FIFA encaisse, les sponsors publient des résultats trimestriels qui font sourire les analystes et la majorité des spectateurs passent le tournoi entier, persuadés de regarder un sport. Ils regardent en réalité l'opération commerciale la plus sophistiquée jamais assemblée en temps de paix, ou, pour cette édition particulière, en temps de pas vraiment paix. Ce dossier va continuer de bouger pendant tout l'été. Pour les mises à jour quotidiennes et les analyses qu'on ne met pas en vidéo, le Telegram est en description. C'est gratuit, on y est tous les jours. La newsletter hebdo est dans la même description. Et si vous voulez les données historiques derrière chaque chiffre, la prochaine vidéo est déjà à l'écran. Abonnez-vous et on se retrouve là-bas.